Bonjour à tout le monde et merci d'être avec nous aux auditeurs. Moi, je voudrais commencer aussi par une petite annonce, comme Pierre, mais une annonce différente, qui est la nouvelle de la semaine dernière, à savoir que la ville de Marseille a été sélectionnée pour participer au programme des 100 cités décarbonées, programme de l'Union européenne. Donc, c'est un événement, c'est quelque chose d'important, évidemment, et c'est quelque chose d'important pour nous, pour la ville de Marseille, pour les Marseillais, mais je pense aussi pour l'ensemble de la Méditerranée. En tout cas, je crois, sous le contrôle des représentants de la ville de Marseille qui sont avec nous, que c'est bien la démarche du maire de Marseille de voir ça comme quelque chose qui est un projet en appui, en participation, en coopération, en co-construction avec la Méditerranée, parce que c'est le propre de l'histoire et de la ville de Marseille et de la politique actuelle de la ville de Marseille. Voilà, je m'avance un peu, je parle simplement en mon nom personnel, ou en tout cas au nom d'Avitem, mais je souhaitais relayer cette information qui n'est peut-être pas parvenue à chacun d'entre vous. Le deuxième point, c'était évidemment pour vous dire, en tout cas pour ceux qui n'étaient pas avec nous les fois précédentes, que nous avons dans cette série de webinaires, puisque c'est une série de webinaires qui a commencé en fait en novembre, donc en quelque sorte, c'est dans la numérotation, c'est sous le contrôle de Pierre, c'est le troisième. C'est une action menée ensemble par Euroméditerranée et l'Avitem. Donc, je veux aussi remercier Euroméditerranée et puis saluer cette association entre nous pour travailler sur la ville et le défi climatique en Méditerranée, puisque les caractéristiques de la Méditerranée sont diverses d'autres géographies. C'est la raison pour laquelle nous travaillons dans cette dimension-là. Donc, je parlais des deux webinaires précédents. Le premier qui a permis aux aménageurs de présenter des référentiels. Hein, et quand on parle en matière de climat et d'urbanisme, je pense qu'il est important de commencer par des référentiels parce que les beaux discours, on les connaît, mais la réalité, c'est de faire un certain nombre de projets qui doivent être le plus en ligne possible avec les discours qu'on tient. Donc, les discours, ce sont les objectifs, mais il faut être capable de réaliser ces objectifs et il n'y a pas d'autre manière de le faire que de, un, avoir des référentiels, deux, de les réexaminer, évidemment, et puis surtout d'avoir un dialogue à partir de ça avec les populations, avec les opérateurs et évidemment avec les responsables des collectivités territoriales. Alors, la séance d'aujourd'hui est vraiment centrée sur la conception climatique de la ville méditerranéenne. Je voudrais simplement faire quelques remarques, mais très brèves, parce que je vais vous laisser la parole. Alors, un peu pour lancer, non pas pour lancer la discussion, mais plus exactement pour montrer à quel point ce que vous faites est important. Je voudrais essayer de tracer un peu le contexte. Je crois que le contexte de la ville, et je sais que je parle à des professionnels, c'est un peu obscurci, si je puis dire, dans les années récentes, parce que la succession des crises que nous avons traversées, y compris la crise sanitaire, j'imagine aussi quelque part les images de la guerre qui défilent sur nos écrans, donnent une image de la ville qui n'est pas
qui n'est pas la même que celle que nous connaissions il y a quelques années. La ville, c'était la liberté, c'était les avantages, c'était tout le profit d'une organisation collective. Et c'est devenu, dans les analyses, et les analyses ne sont pas toujours fausses, loin de là, et dans les médias, c'est devenu un milieu compliqué, contraint, responsable quelque part de l'amplification des crises, des changements climatiques, des soucis sur la sécurité alimentaire, et les bulles de chaleur, le climat urbain, c'est-à-dire la ville transformant et créant elle-même et aggravant elle-même un certain nombre d'éléments climatiques. Donc tout ça fait que les avantages, et nous sommes convaincus évidemment de ces avantages, les avantages que présentait la ville à tout point de vue commencent à être pollués, j'emploie ce mot à dessein, par les inconvénients de la ville, en tout cas de la ville moderne telle qu'elle s'est développée. Je ferai un parallèle avec une autre période lointaine, qui est celle du Moyen-Âge, de l'expansion des villes en Europe. À ce moment-là, notamment au XIIIe siècle, ils avaient une très belle formule de l'époque qui consistait à dire que l'air de la ville, l'air ailleurs de la ville apporte la liberté. Parce que ce développement des villes, il avait été évidemment en Europe et en Méditerranée accompagné du développement des universités, du développement de l'industrie urbaine de l'époque et d'un certain nombre de libérations dont la ville a toujours été porteuse. Donc, ce contexte fait que nous devons vraiment revisiter nos façons de procéder, être dans une démarche de transformation et pas seulement une démarche de transition climatique qui dure depuis des années et qui a du mal à se concrétiser, et une démarche de transformation sociale qui prenne en compte, y compris évidemment pour des logements abordables et des populations vulnérables, des remèdes à notamment l'impact du changement climatique. C'est un grand défi qui est devant nous et il est très important parce qu'évidemment, il va de pair avec les questions de mobilité. Ce n'est pas seulement une question de construction, ce n'est pas seulement une question d'urbanisme au sens étroit du terme, c'est vraiment une question économique et sociale dans son ensemble. Ceci étant dit, la pollution, tous ces phénomènes, il y a des réponses et nous sommes fiers de penser qu'en Méditerranée, depuis très longtemps, on a l'assurance d'avoir toujours eu et d'avoir encore d'ailleurs un certain nombre de méthodes, d'outils, de façons de mener la gouvernance qui, traditionnelles, ont encore et plus que jamais une valeur au moins de référence, voire de transposition. Donc, ce que je veux dire par là, et c'est mon deuxième point, c'est que ce thème que nous allons développer aujourd'hui, c'est un thème majeur parce qu'il est vraiment, il a un rôle pivot dans l'organisation de la ville. Tout ce que nous faisons dans d'autres domaines, je pense aux solutions fondées sur la nature, au développement des espaces verts, à l'agriculture en ville, au fait que la mobilité dans les villes doit, notamment sur le dernier kilomètre,
être la plus naturelle possible, c'est-à-dire permettre d'éviter d'utiliser des procédés fondés sur l'énergie carbone. Tout ça n'a de sens que si, dans la conception de la vie des populations, et c'est bien ça dont nous parlons, on a une priorité sur la qualité de vie et sur les immeubles eux-mêmes, sur les immeubles pas seulement d'habitation, et sur ce qu'on peut faire dans ce domaine. Il y a un certain nombre de choses qui ont été menées à bien dans beaucoup d'endroits en Méditerranée. Ce sont souvent des projets qui s'appuient sur, là encore, des techniques bien connues, traditionnelles, ou des écoles d'architecture telles que le Bauhaus, qui a un regain d'intérêt maintenant, appuyé d'ailleurs par la Commission européenne. Vous savez que, pour prendre un exemple, la ville de Tel Aviv également a beaucoup développé un certain nombre d'adaptations au changement climatique en essayant d'être le plus ouvert possible. Nous avons, avec nos amis algériens, dans plusieurs webinaires l'année dernière, regardé à quel point, là aussi, dans d'autres géographies, vous avez des possibilités de vivre avec ces chaleurs totalement inhabituelles sur la plupart de la Méditerranée, mais qui deviennent de plus en plus. Donc, il y a des solutions, il faut y travailler, et c'est ce type d'échange entre toutes les rives de la Méditerranée qui permet d'avancer. Voilà, j'ai été un peu long, mais c'était pour replacer un peu dans un contexte qui est challenging, comme on dit en anglais, où les défis sont nombreux, et vous dire à quel point ce que vous faites et ce que nous essayons de faire ensemble est important pour la Méditerranée, et pas seulement d'ailleurs pour la Méditerranée. Voilà, merci à tous. Merci beaucoup, Monsieur Meunier. Pour confirmer vos propos, notamment en ce qui concerne justement la sélection de la ville de Marseille. Donc, dans le fil de discussion, nos amis de la ville ont mis éventuellement un lien, si ça vous intéresse d'aller voir, le lien Made in Marseille.net. Voilà, donc sans plus attendre, je propose qu'on passe à notre seconde partie de l'introduction. Donc là, cette fois-ci un peu plus technique. Et je propose de donner la parole à Charles-André d'Euroméditerranée. Charles ou Salma, mais je pense que j'ai compris que c'était Charles qui allait ouvrir. Bonjour à tous. Alors, je vous projette quelque chose. Je ne sais pas si vous le voyez tous. Ça fonctionne? Voilà. Donc, on va vous présenter avec Salma ce que fait Euroméditerranée. Enfin, on va essayer d'être très bref. Ce que fait Euroméditerranée depuis 25 ans, d'un point de vue justement de l'organisation bioclimatique du territoire, et bien évidemment tout ça dans l'objectif de bien vivre à cet endroit-là, de vivre bioclimatiquement au bord de la Méditerranée. Alors, pour ceux qui ne sont pas marseillais, parce qu'il y en a quelques-uns quand même, je resitue un tout petit peu Euromède. Euromède a les pieds dans l'eau comme Marseille, en haut dans le nord de la rade de Marseille, donc face à la Méditerranée. Il faut savoir que Marseille est un contexte très très différent d'une très grande partie du reste du pays, puisque le climat y est extrêmement ensoleillé et venteux, alors que le reste de la France, je pense que vous le savez, est quand même assez humide. Donc, on a un contexte géographique qui fait que le projet, à cet endroit-là, le projet de développement territorial qui a été lancé il y a 25 ans sur 480 hectares, donc à la fois en rénovation et en développement urbain, doit se faire dans un contexte très différent des standards qui nous sont donnés du nord de l'Europe, descendant progressivement jusqu'à Paris, puis ensuite à Marseille. Voilà, donc c'était un des challenges qui est mené depuis 25 ans par Euromède, c'est essayer de voir comment on combine un modèle, on va dire, quasiment nord-européen de ville qui a les pieds dans l'eau avec ce climat méditerranéen. Alors, on va vous parler de deux manières de faire, deux échelles qui sont assez différentes, qu'a abordé d'ailleurs M. Meunier tout de suite. Il y a à la fois l'échelle urbaine, donc générale, comment est-ce qu'on organise le territoire pour qu'il corresponde et qu'il s'immisce complètement dans la géographie méditerranéenne, puis ensuite comment on vient le décliner plus d'un point de vue de la matière, d'un point de vue de l'architecture, et comment est-ce qu'on trouve des formes d'architecture qui s'adaptent justement à ce climat spécifique.
Je vais laisser la parole à Salma qui va vous décrire ça. Bonjour à tous. Du coup, je vais tout de suite enchaîner sur comment on conçoit une pensée, une adaptation urbaine climatique sur le territoire marseillais. Donc, comme l'a dit Charles, Euroméditerranée, l'établissement public existe depuis 25 ans. Donc, au fil des années, des périodes, il y a eu différentes expérimentations autour de cette question. Sur cette planche, vous avez deux exemples représentatifs de deux périodes différentes, mais aussi de deux typologies urbaines différentes. La première, celle de gauche, c'est l'îlot M5 qui a été construit en 2008. Et donc, on y voit en fait une opération qui exprime qui constitue une certaine densité, où l'enjeu premier a été en fait d'envisager une densité à échelle humaine, en fait. Et donc, on voit ici que le système s'organise avec une emprise au sol assez importante et des constructions qui se font le long de petites venelles plantées avec une proximité entre les constructions qui favorise à la fois un certain ombrage, un certain confort climatique, mais aussi une échelle de voisinage et une proximité, une échelle un peu villageoise. Tout en précisant qu'en fait, chaque ensemble a son identité particulière dans cette composition urbaine. Alors, à droite, on a un autre exemple qui est plus récent, plus contemporain. Et en fait, il s'agit de la typologie qui est actuellement développée dans les programmes les programmes en cours sur la Méditerranée. Donc, en fait, l'hypothèse de départ est celle d'une très forte densité, donc plus élevée que celle que l'on voit sur l'exemple de gauche. Et il s'est agi en fait de faire, à partir de données d'entrée climatique, de formuler la typologie urbaine qui serait la plus adaptée à ces données climatiques que sont les vents dominants, donc le Mistral, les brises marines et aussi l'ensoleillement. Donc on arrive à une forme qui est celle de l'îlot ouvert que l'on voit ici, donc un grand espace ouvert encadré par des bâtiments assez hauts vu de la densité, assez élancés. Et donc, le principe est à la fois de se protéger des vents dominants du nord-ouest, mais aussi de permettre le rafraîchissement et la ventilation naturelle des cœurs d'îlots, avec notamment l'infiltration des brises marines. Donc, voilà pour ces deux expérimentations et on échangera avec vous sans doute sur d'autres formes possibles d'adaptation climat méditerranéen. Ensuite, le deuxième axe est celui de la nature en ville. Donc, c'est quelque chose qui a été assez fondamentale dans la stratégie de l'établissement. Donc, il s'agit de maintenir, mais aussi de rétablir la présence de la nature dans le milieu urbain. D'autant plus que, comme on le voit sur l'image ici, que l'on se situe sur un territoire qui est constitué de friches portuaires, et d'installations portuaires, mais aussi de friches industrielles liées à l'activité portuaire dont beaucoup se trouvent aujourd'hui un peu à l'abandon. Donc, l'idée, c'est de redonner sa place à la nature dans cet ensemble urbain, notamment avec une des opérations emblématiques de cela, et le parc des Égalades, qui vient s'insérer au niveau de voies ferroviaires existantes. Donc, et aussi au niveau d'un actuel cours d'eau qui a été malheureusement canalisé et semi-enterré. Donc, l'idée, c'est de lui redonner son lit à ce cours d'eau. Donc, à la fois de gérer les risques d'inondabilité, mais aussi de redonner de la place au végétal et favoriser le rafraîchissement en ville. Et puis aussi à l'échelle de l'îlot, cette question est aussi traitée au niveau des constructions, avec notamment le développement de cœurs d'îlots végétalisés, de donner la place au végétal aussi sur d'autres surfaces, du bâti, notamment les terrasses végétalisées, les épaisseurs d'enveloppe, etc. Ensuite, le troisième axe à échelle un peu urbaine, c'est l'usage des énergies renouvelables. Donc, l'idée étant de favoriser, de tirer le meilleur profit possible des ressources naturelles que sont le soleil et l'eau de mer ici à Marseille, notamment d'une part à travers le développement de panneaux photovoltaïques, surtout sur les toitures des constructions, et d'autre part en utilisant l'énergie marine pour rafraîchir et chauffer les constructions à travers le principe de la thalassothermie.
Et puis le vent, c'est une question aussi que l'on se pose aujourd'hui, qui est assez peu développée dans le cadre du projet, mais que l'on questionne et si vous avez des hypothèses et perspectives, mais c'est quelque chose qu'on a assez peu développé, mais qui peut-être serait intéressant. On a trouvé peu de moyens de faire atterrir la question du vent, mais qui est extrêmement dominant. Il y a 220 jours de vent par an à Marseille, donc il y a un gros enjeu, à savoir l'utiliser en ville. Alors, sur l'échelle plus architecturale, donc au niveau des constructions, nous avons différents axes de réflexion. Parmi celles-ci, en termes de dispositifs bioclimatiques, la question de la ventilation naturelle. On cherche notamment à maximiser le nombre de logements traversants au sein du périmètre, comme on le voit sur ces images. Il y a aussi la question de l'occultation. On cherche à favoriser dans les opérations actuelles et futures des principes méditerranéens d'occultation, notamment ce que l'on voit ici, des volets en bois, des persiennes, des mouchoirs habillés, les storbanes orientables, qui sont assez caractéristiques du paysage marseillais et littoral. Et donc, les deux caractéristiques majeures de ces dispositifs, c'est à la fois la régulation possible, c'est-à-dire que l'usager peut ajuster son rapport à l'ensoleillement, donc en orientant différemment le dispositif selon le besoin. Et puis aussi la ventilation naturelle que permettent ces dispositifs. Donc, c'est quelque chose qu'on cherche à développer. Et puis enfin, la question de l'épaisseur d'enveloppe, qui est aussi quelque chose de dominant dans l'architecture méditerranéenne. Donc ici, on a un exemple qui décline de deux manières différentes cette notion d'épaisseur d'enveloppe. Donc d'une part, à travers la notion d'épaisseur d'usage, donc à travers un système de coursives, de loggia, on parvient à avoir un rapport différencié selon le besoin, enfin selon la saison de l'impact solaire, donc été et hiver avec les rayons solaires qui peuvent rentrer quand on en a le plus besoin. Et puis, sur l'enveloppe extérieure, un autre système, un autre rapport à cette épaisseur qui est plus un rapport de matérialité. Donc, avec une épaisseur qui favorise une inertie. Et donc, par exemple, de conserver au maximum la fraîcheur nocturne pour la restituer avec un déphasage au cours de la journée. Donc, voilà pour les principes architecturaux. Bon, désolé, on vous a présenté ça un peu pas de course, mais c'était l'idée, c'était d'ouvrir à peu près tous les champs que nous on utilise justement sur cette question pour faire la ville bioclimatique et en fait de lancer la discussion puisqu'on a des interlocuteurs passionnants sur ces sujets-là. Alors, vous avez vu que Sarah vous a présenté des questions de forme urbaine. La forme urbaine, elle est extrêmement différente des formes standards de ville méditerranéenne un peu condensées. C'est une question qu'on se pose tout le temps, on fait des allers-retours sur cette question. On a des paramètres sur les maquettes de modélisation qui sont des paramètres issus des enjeux climatiques européens. Comment est-ce qu'on vit à l'européenne nordique, où on ne se protège pas forcément du soleil. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas revoir les indicateurs dans un autre sens? Donc, ça, c'est une première question. Est-ce que vous, de votre côté, vous avez finalement des indicateurs pour lancer le travail sur vos modèles numériques qui sont différents en termes de paramètres et donc qui pourraient donner des morphologies urbaines différentes? Ensuite, il y a une question qu'on se pose tout le temps. Vous l'avez vu aussi, les immeubles qu'on produit sont extrêmement extravertis. On les protège avec des systèmes de protection solaire, mais par contre, ils s'ouvrent vers l'extérieur. Ils sont assez autonomes d'un point de vue climatique. On se pose la question de l'usage. Est-ce qu'il n'y a pas des usages méditerranéens qu'il faudrait se réapproprier pour vivre à la méditerranéenne? Voilà, ça c'est une deuxième question et je sais qu'on pourra sans doute y répondre aujourd'hui. Ensuite, il y a la question des dispositifs, on n'a pas fait le tour, des dispositifs de ventilation naturelle. Il y a des exemples maghrébins qui sont absolument passionnants sur l'utilisation des courants d'air. Voilà, comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'éventuellement on pourrait hybrider nos modèles? Et puis ensuite, la question de la matière. La matière, vous avez vu, c'est quand même beaucoup de béton, on vise le bas carbone. Très clairement, le béton ne correspond pas à tous les besoins méditerranéens. Voilà, donc on ouvre sur 4 questions et on vous passe la parole rapidement. Voilà. Merci beaucoup, Charles et Salma. Franchement, c'est peut-être mené au pas de course, mais extrêmement instructif et très, très précis. Donc, moi, je retiens deux choses. Sur l'échelle d'une part et sur l'architecture d'autre part. En fait, l'échelle, c'est plutôt une priorité sur l'îlot. Et on va voir en fait que l'îlot, c'est vraiment la question qui est traitée à la fois par Mounia et à la fois par Islam.
Et puis, sur la question de l'architecture, là, on est plutôt sur le bâtiment, que ce soit du bâtiment individuel, collectif ou même des groupes scolaires, puisqu'on a vu l'exemple marseillais. Donc, petit clin d'œil au passage, 2026, les Égalades, c'est dans 4 ans. Le délai sera vraiment tenu? On acquiert les terrains fin 2023. Donc, l'idée, c'est de pouvoir lancer les premiers travaux, au moins de préfiguration, pour pouvoir utiliser cet espace-là qui, si on fait le bilan, en fait, est déjà un petit peu végétalisé, puisqu'entre les rails pousse de l'herbe. Donc, si on le regarde de haut, il est un petit peu vert. Donc, maintenant, il faut commencer à planter très vite pour que les arbres qui mettent 15, 20 ans à avoir leur beau panache puissent profiter à la ville le plus vite possible. Voilà. Mais pour faire réapparaître le ruisseau, il y aura aussi peut-être un petit peu de travail. Là, pour le coup, alors oui, tout à fait. Et on reviendra dans un webinaire ultérieur sur la place de l'eau dans la ville. On vous excellent. Précisément toute l'action, mais effectivement, le ruisseau va réapparaître et irriguer toute la ville et même la teinter. C'est ça l'idée. C'est ça l'idée d'une nouvelle identité. Donc, on reste avec 4 interrogations, effectivement. Une interrogation sur les paramètres et les indicateurs méditerranéens. Là, je pense que Islam sera très, très bien placé pour y répondre. Sur les usages pour vivre à la méditerranéenne, alors ce sera aussi Islam, bien sûr, mais je pense que Mounia aura tout un tas de réponses. Et puis, sur la question de la matière et sur celle des applications, justement, de cette capacité, de cette qualité de ventilation, je pense que nos deux orateurs auront probablement des réponses à nous adresser. Donc, je propose qu'on passe tout de suite à Mounia, si tu es dispo. Bonjour Mounia et bonne fête de l'Aïd. Bonjour tout le monde. Merci. Alors, je vais partager mon écran. Sinon, on l'a ton PowerPoint. Charles et Salma, n'hésitez pas à nous faire passer votre PowerPoint parce qu'il est vraiment super bien. On ne le fera pas. Merci. Donc, j'en profite pour dire que Julia est à la manœuvre et nous proposera comment dit-on, une synthèse graphique de notre échange. Si tu veux, Mounia, qu'on non, je pense partage que ça ton écran, on peut le faire. Est-ce que vous voyez quelque chose? Alors là, on voit en fait ton écran Zoom. Mon écran Zoom. Ouais, c'est-à-dire. Là, je viens de passer mon panorama, en fait. Non? Des fois, ça bug. Peut-être qu'il faudrait que en gros, tu arrêtes le partage d'écran. Tu enlèves le grand écran pour le document que tu veux partager, tu le remets en grand écran et alors, attends, je crois que ça va marcher. Attends, hop, partager. Est-ce que ça va de votre côté ou pas? Oui, c'est bon. C'est bon. Ok. Alors, je mets en plein écran. Oui. Oui. Alors, je vais juste couper. Je vais voir comment couper ma caméra parce que la bande son. Enfin, j'ai des. Alors, attendez. Voilà. Je me permets juste d'arrêter ma caméra. Voilà. Donc, bonjour à toutes et à tous. Là, en revanche, Mounia, on a un écran noir là pour le moment. Ah bon? Oui, quand tu es passé en plein écran, ça s'est noirci. Enfin, en tout cas, chez moi, ça fait ça. Julien aussi? Oui, tout à fait. Ouais. Alors, donc, ça, c'est bon. Et là c'est bon. Là. Voilà. Est-ce que je laisse comme ça? Ouais, laisse comme ça. Je pense que c'est parfait. On voit bien, on peut arriver à lire. D'accord. Je vais peut-être juste réduire. Voilà. Excellent. Okay. Donc, je tiens tout d'abord à vous remercier de m'avoir convié à ce webinaire dédié à la conception climatique en Méditerranée et donc de pouvoir présenter une petite partie de mes investigations dans le cadre de ma thèse, soutenue sous la direction de Jean-Claude Fijalkov et qui a porté sur les variations saisonnières de l'habitat. Donc, mon propos sera essentiellement axé sur l'habitat vernaculaire ou traditionnel, mozabite, et j'insiste sur habitat, donc, et non, pas seulement architecture, puisqu'il sera question à la fois de caractéristiques du bâti, entre autres formelles, mais aussi des pratiques habitantes qui s'y déploient, donc à travers notamment le nomadisme quotidien, donc déplacement entre les différents niveaux de l'habitation, pour montrer la prégnance de la culture de l'habité ou comment habitant en climat chaud.
que ce soit à l'échelle de l'habitation, comme nous le verrons essentiellement dans mon topo, ou de la ville de manière générale, et non simplement comment construit-on ou que construit-on, mais plutôt s'intéresser à la question de comment justement habiter en climat chaud et qu'est-ce qui est mis en place pour avoir des espaces vivables et praticables en toute saison. Donc, je vais commencer rapidement par une très brève présentation de la pentapole de la vallée d'Inzab, donc avec quelques éléments de contexte qui sont importants à la compréhension des propos qui vont suivre. Donc, la vallée d'Inzab est située à 600 km au sud d'Alger, donc vraiment dans la partie septentrionale du désert algérien, avec un climat saharien caractérisé par des hivers froids, mais surtout par des étés extrêmement chauds. Mais le climat saharien est également caractérisé par des écarts de température diurnes et nocturnes très importants. Donc, la pentapole de la vallée d'Inzab est un site inscrit au patrimoine mondial depuis 1982 et s'étend sur près de 4000 hectares. Donc, ce site est composé de 5 Ksour et leurs palmeraies respectives. Donc, Ksour qui est le pluriel de Ksar, et donc qui veut dire village fortifié, mais bien évidemment, c'est une définition générique, car la définition du Ksar est un peu plus complexe que ça. Donc, ce sont des oasis qui ont été fondées entre le 11e et le 14e siècle et qui se sont développées donc, le long de l'Oued Emzab, comme nous pouvons le voir sur cette carte, et sur les bords aussi des confluents de l'Oued Emzab. Donc, l'Oued qui est bien évidemment un cours d'eau intermittent le plus souvent sec. Donc là, pour avoir une idée du développement urbain, mais aussi démographique, donc la pentapole d'Inzab comptait au début du XXe siècle environ 20 000 habitants. Aujourd'hui, on parle plutôt de ville saharienne ou ville oasienne, puisqu'elle compte à peu près 200 000 habitants. Et là, on est vraiment sur quelque chose, on est vraiment à une échelle purement urbaine, mais avec une particularité oasienne. Ce sont des villes qui se développent avec les particularités locales. Donc, les oasis mozabites obéissent au même schéma d'implantation. Donc, soit un tsar implanté sur une éminence rocheuse pour être entre autres à l'abri des crues. Donc, juste une petite parenthèse pour rappeler que les précipitations sont extrêmement faibles et rares, mais peuvent provoquer des crues. Donc, ces crues sont très attendues dans la mesure où elles alimentent la nappe phréatique, qui était autrefois la seule ressource hydrique. Donc, je disais, d'un côté, on avait le Ksar sur une éminence rocheuse et de l'autre, une palmeraie qui s'est développée en contrebas sur le lit de l'Oued, près des couches aqueuses où il est plus facile de creuser des puits et développer une activité agricole. Donc, sur cette photo, nous avons le Ksar de Ben Yezgen, un des 5 sourds de la vallée d'Inzab, qui s'est développé sur le flanc est d'une colline, et la palmeraie, donc la palmeraie de Ksar de Ben Yezgen, qui s'est développé sur l'Oued Emtissa, donc un des 2 confluents de l'Oued Emzab. Donc, l'oasis mozabite se caractérise par un double habitat et un phénomène qui est très peu connu, celui de la migration saisonnière entre le Ksar et la palmeraie. Puisqu'en plus du Ksar, la palmeraie abrite un habitat saisonnier qui était occupé de mai jusqu'à octobre environ, soit jusqu'à la fin de la récolte des dattes. Donc, c'est un habitat qui a été conçu pour le travail du palmier dattier, entre autres, mais aussi pour bénéficier d'un microclimat qu'on retrouve dans la palmeraie grâce bien évidemment au tissu végétal dans lequel il s'insère, mais aussi grâce à la présence de l'eau qui participe à l'humidification de l'air. Donc là, on a vraiment une coupe schématique, justement, c'est marrant parce qu'il y a quand même un petit parallèle à faire avec les îlots développés par Euro-Méditerranée, c'est-à-dire que j'ai vraiment retrouvé une végétalisation, cœur d'îlot, etc., qui reprend un petit peu le même principe que cet habitat qui s'est développé en fond de vallée. Donc, pour parler rapidement de l'échelle du Ksar, et là encore, vu le temps qui m'est imparti, je ne pourrais pas aborder l'échelle de l'oasis, mais je parlerai du Ksar puis de l'habitation du Ksar. Donc, l'habitat vernaculaire mozabite est un bon exemple pour parler de la conception climatique, même si on est plutôt face à une architecture sans architecte, pour reprendre le titre d'un célèbre ouvrage de Bernard Rudowski, dans lequel il met en lumière un habitat relevant à la fois d'un savoir-faire, mais aussi d'un savoir-vivre.
Donc, nous entendons par vernaculaire, en tout cas dans l'exemple Mozambique, un habitat qui a existé jusqu'à récemment, donc relativement jusqu'aux années 60-70 même, donc qui a été conçu par une population savante par l'expérience et la bonne connaissance du site, et qui prenait en considération donc le climat, la question des vents dominants, mais surtout la culture locale. Donc, il y a eu également l'emploi de matériaux locaux, donc notamment la pierre, le tinshemt, qui est un plâtre local, donc c'est un gypse de la chefta du Nzab, qui est hydraté, donc qui est vraiment connu localement. Donc, on a l'usage des palmes, des sticks de palmiers, etc. pour les ksours. Pour les palmeraies, ce sera les mêmes procédés et dispositifs constructifs, mais avec davantage des briques de terre crues séchées à l'air, puisqu'on est sur le liquide et que c'est vraiment le matériau le plus disponible. Et donc, c'est cet habitat qui n'existe plus en l'état aujourd'hui dont il est question dans mon propos. Donc, le ksar est constitué d'un tissu dense, comme on peut le voir sur cette photo, dépourvu de végétation. Donc, dans les pays chauds, de manière générale, les ruelles des centres anciens sont étroites, avec un habitat qui est très compact pour des raisons climatiques avant tout, puisque cette compacité résultant de maisons accolées les unes aux autres est une manière de réduire sensiblement les surfaces d'ensoleillement en été, et en hiver, cette compacité permet également de garder des degrés qui sont extrêmement précieux. Donc, la taille et la distribution des réseaux de ruelles qui sont sinueuses aménuisent les durées d'ensoleillement des façades grâce à l'étroitesse des ruelles conjuguée à la hauteur du bâti. Donc, c'est ce qui permet essentiellement l'ombrage des façades. Donc, nous pouvons aussi parler du crépissage des murs qui permet d'avoir des micro-ambres qui participent à la diminution de température des murs et donc de l'espace intérieur. Donc, certaines ruelles aussi sont partiellement couvertes avec un jeu très subtil d'ombre et de lumière. Elles permettent des haltes à l'ombre, mais aussi permettent la création d'étranglements à certains endroits pour briser les vents de sable ou créer des courants d'air grâce à l'effet venturi. Donc, ces passages couverts sont extrêmement importants aussi pour reprendre la question de l'habiter et de la manière de pratiquer l'espace urbain, puisque généralement, à ce niveau, on a des banquettes maçonnées qui sont vraiment étudiées et qui sont dans des endroits vraiment précis, qui bénéficient d'ombre, etc., pendant une période très importante, enfin une longue période sur une journée. Donc voilà à peu près ce qu'on peut dire sur le ksar. Puis rapidement, je passerai à l'échelle de l'habitation. Donc pour ce qui concerne la maison Mozambique, qu'elle soit située dans le ksar ou dans la palmeraie, donc ce qu'il faut savoir, c'est que ces deux typologies qui sont, les deux maisons sont organisées de la même manière, bien que la maison de la palmeraie ait des caractéristiques propres, puisqu'on est implanté dans un tissu végétal, et on est dans un tissu aussi qui n'est pas du tout compact, contrairement au ksar, puisqu'on est vraiment dans une condition urbaine qui est complètement différente. On n'a pas beaucoup de mitoyenneté, etc. Donc, qu'elle soit située dans le ksar ou dans la palmeraie, donc c'est une habitation qui est introvertie, organisée sur 3 plans reliés par 2 escaliers, dont tous les espaces sont organisés autour du westedar, donc ce qui veut dire littéralement centre de la maison, mais qui est communément appelé le patio. Donc, il constitue avec la porte d'entrée un appel d'air qui participe à la ventilation du rez-de-chaussée et à son éclairement zénital, parce qu'on parle d'éclairement et non d'éclairage, parce que là, on est vraiment sur un habitat traditionnel où il n'y a pas évidemment, il n'y a pas d'électricité, etc. Donc, on est vraiment dans une connexion avec l'environnement qui est très intéressante à observer. Donc, il constitue avec la porte d'entrée, donc le patio constitue avec la porte d'entrée un appel d'air qui participe, comme je disais, à la ventilation du rez-de-chaussée et à son éclairement zénital. Donc, pour ce qui est du patio Mozambique, il y a aussi une particularité. Donc, c'est un patio qui n'est pas complètement ouvert, comme dans beaucoup d'exemples du pourtour méditerranéen, comme notamment à Séville, à Alger ou à Fès, Tunis, etc. Donc, dans l'exemple Mozambique, on a recouvert la cour centrale au niveau inférieur, tout en réservant une ouverture modérée sur le ciel qui s'appelle le chebet. Donc, cette cour centrale a été réduite
pour créer un plateau de terrasse au niveau supérieur. Donc, la terrasse qui est extrêmement importante pour le saharien et qui est notamment très, très appréciée pour le sommeil d'été. Rapidement, je vais passer à l'organisation des différents espaces. Donc, le rez-de-chaussée est composé d'une entrée en chicane, de pièces de réception, de chambres, de latrines, d'espaces de douche et d'un coin cuisine qui consiste en une cheminée qui occupe soit l'un des coins du patio, soit qui peut aussi occuper une pièce qui lui est dédiée. Donc, l'étage comprend deux parties, une partie bâtie composée de chambres et de petites pièces de stockage, âtre, latrine, point de douche, etc. Et une galerie ouverte qui s'appelle Icomar et qui peut se développer sur un ou plusieurs côtés. Donc, sur l'exemple que j'ai mobilisé, l'Icomar se développe sur deux côtés. Donc, c'est en fonction de l'emplacement de la maison et de sa configuration. Et la deuxième partie, donc, est une partie qui n'est pas bâtie et qui consiste en une terrasse. Il est aussi très fréquent d'avoir une cave qui est utilisée pour le stockage des denrées alimentaires et qui est très appréciée les après-midi d'été pour sa fraîcheur, puisqu'on arrive quand même à une différence de température qui peut atteindre les 10 degrés environ. Donc, dans la Palmeraie, en revanche, qui est une zone inondable, au contraire, il est très rare d'avoir une cave. Rappelons simplement que la maison traditionnelle est une maison, comme je disais tout à l'heure, sans eau courante, sans électricité, avec surtout peu de mobilier, dont l'essentiel est maçonné. Et ça, c'est un élément extrêmement important parce que nous verrons que dans le nomadisme quotidien que j'ai énoncé dans mon introduction, c'est un élément qui facilite le déplacement entre les différentes habitations. Et donc, pour parler de ce nomadisme quotidien, je mobilise cette coupe qui a été faite par l'architecte André Ravero, qui a beaucoup étudié l'habitat mozabite, et pas que, il a aussi étudié la maison de la Casbah d'Alger, etc., toujours en prenant en considération la question du climat, mais surtout la question de la culture locale sur la manière d'habiter l'espace, la manière d'occuper les différents espaces, etc. Donc, c'est une coupe extrêmement intéressante parce que justement, elle montre à la fois les caractéristiques du bâti, mais montre également, elle illustre parfaitement les modes d'habiter diurnes et nocturnes et comment les différents niveaux de la maison sont occupés en fonction des saisons et des variations quotidiennes de température. En hiver, les activités diurnes se passent à l'étage, puisque le soleil est bas à cette période. Donc, dès le matin, le sol du portique de l'étage, qui est orienté sud-sud-est, est en plein soleil et donc réchauffe en même temps le plafond des pièces situées en dessous. Donc, en hiver, le métier à tisser est installé dans cette galerie, comme nous pouvons le voir ici. Et donc, les activités domestiques se déroulent à cet étage et notamment la cuisine. Donc, cette orientation permet également d'être à l'abri des vents dominants d'hiver qui sont nord-ouest. Donc, en journée, le rez-de-chaussée qui est très peu éclairé et froid, puisque les murs sont en pierre et donc c'est vraiment des murs qui laissent échapper pendant la nuit la chaleur qui aura été emmagasinée en journée. Et à la tombée de la nuit, donc c'est vraiment l'inverse qui se produit. Donc, nous avons, alors là, c'est le Chebec dont je parlais tout à l'heure. Donc, l'ouverture du patio et toutes les petites ouvertures et interstices sont obstrués. Donc, et les hommes et leurs activités se déplacent vers le rez-de-chaussée. Donc, il y a emmagasiné la chaleur en journée dans l'épaisseur des murs. Et donc, la préparation du repas du soir, par exemple, se fait en cuisine au rez-de-chaussée. Donc, c'est vraiment un élément important puisque ça contribue aussi au chauffage de la maison. Nous avons aussi un autre dispositif qui est le recours aux tapis qui sont étendus sur les portes pour garder un maximum de chaleur et dormir en vase clos. Donc, voilà ce qui est rapidement de la saison d'hiver. En été, c'est vraiment l'inverse qui se produit. Donc, au solstice d'été, le soleil est haut et l'inclinaison des rayons est à plus de 80 degrés. Et donc, les activités diurnes se passent plutôt au rez-de-chaussée. Donc, après que le rez-de-chaussée ait libéré toute la nuit la chaleur qui était emmagasinée en journée. Donc, en été, contrairement à l'hiver, le métier à tisser est installé au rez-de-chaussée. Donc, soit dans la terja. Donc, la terja, qui est cet espace intermédiaire entre l'entrée en chicane et le patio. Donc, nous avons ici un espace intermédiaire
dans lequel généralement en été le métier à tisser est placé, justement pour profiter du courant d'air et avoir aussi un maximum de lumière pour cette activité. Donc au milieu de la journée, quand le soleil est au zénith, l'ouverture du patio est obstruée à l'aide de nattes de palmes qui sont cette fois-ci humidifiées pour rendre l'air moins sec. Et donc, durant les soirées et les nuits d'été, pareil, c'est vraiment les activités, toutes les activités donc, se déplacent, les hommes et leurs activités se déplacent à l'étage entre le portique et la terrasse. Donc, le rez-de-chaussée devient inconfortable parce qu'il fait extrêmement chaud. Et c'est la grande terrasse qui surplombe, comme nous pouvons le voir ici, la partie couverte de l'étage qui sert essentiellement pour le sommeil d'été. Et donc là, je vais arriver à la conclusion pour rester dans le temps qui m'est attribué. Donc, pour ce qui concerne donc l'habitation de la palmeraie, comme je le disais, ce sera le même principe de manière générale, mais avec des particularités liées à la présence de l'élément végétal et hydraulique. Et on peut retrouver aussi certains petits aménagements propres à la maison de la palmeraie, comme par exemple un portique extérieur qui sert d'espace de réception, le développement de terrasses privées. Alors, ce que j'appelle terrasses privées, c'est vraiment des petites terrasses qui surplombent chaque pièce avec un accès direct à partir de chambres, etc. Donc, voilà, il y a un certain nombre d'éléments qui caractérisent cette habitation. Et donc, cette diversification dans le temps, dans les temps d'occupation, que ce soit à l'échelle de l'oasis à travers la migration saisonnière, que je n'ai pas beaucoup détaillé dans mon propos, ou à l'échelle de la maison, montre un mode d'habiter qui est rythmé par la condition climatique et un habitat en harmonie avec l'environnement. Mais ce que nous montre cette diversification dans les temps d'occupation, c'est aussi la question de l'usage qui est extrêmement importante. Comment l'habitant participe à cette notion de confort thermique. Et là encore, cette question de confort thermique a également changé, puisqu'aujourd'hui, quand même, cette notion se rattache à une climatisation en été et à un chauffage en hiver. Donc, c'est vraiment une notion aussi qui est à revoir. Donc, le lien que nous pouvons faire avec la conception climatique et la ville durable aujourd'hui, et la place donc de l'usager ou l'habitant dans la fabrique de l'espace. Donc, pensez également à la durabilité à travers la multiplication des usages et des temporalités d'usage. Donc, temporalité saisonnière et climatique, voilà, où on s'appuierait sur la saison climatique, la temporalité événementielle, etc. Donc, pensez et là, c'est un terme que j'emprunte à Luc Wadiński, qui parle de ville malléable et qui aujourd'hui semble essentiel dans les questions d'aménagement climatique. Et donc, pour reprendre vraiment une dernière phrase que j'ai déjà mobilisée dans les précédents webinaires, c'est une conclusion, une phrase avec laquelle j'aime bien terminer mes propos. Donc, juste pour dire que qu'il semble primordial de revenir sur les solutions qui ont été trouvées en climat chaud pour arriver à un habitat vivable et un espace praticable, et aussi pour trouver des solutions adéquates, mais surtout pérennes à la conjoncture plutôt et l'injonction écologique. Et comme déjà dit, les solutions de demain se trouvent forcément dans les réponses d'hier. Et donc, en vous remerciant de votre attention, et évidemment, je me tiens prête à répondre à l'ensemble de vos questions. Merci. Merci beaucoup, Mounia. C'est très, très éclairant. Apprendre de la tradition et non reprendre de la tradition. C'est très éclairant. Donc, on se rend bien compte qu'on a des mots-clés, les matériaux locaux, le patrimoine, la tradition, l'usage, les migrations, le nomadisme, enfin les migrations, le nomadisme quotidien ou saisonnier. Et justement, c'était intéressant parce que ça, c'est un propos que je n'ai pas repris de ce qu'a présenté Salma tout à l'heure, c'est le patrimoine, parce que la ville de Marseille possède aussi son propre patrimoine et du coup, cette capacité à valoriser le patrimoine, elle est fondamentale parce que derrière le patrimoine se trouvent plusieurs solutions, parmi lesquelles les solutions qui sont portées par la tradition, justement. Donc, je trouve ça vraiment extrêmement intéressant. Et on se rend bien compte qu'on a beaucoup à apprendre de la tradition, comme tu l'écris, et il ne s'agit pas non plus d'appliquer
benoîtement les usages et les règles de la tradition. Voilà, donc je pense qu'on a beaucoup avancé. Merci pour avoir respecté le temps. Scrupuleusement. Oui, scrupuleusement. Donc, je propose sans plus attendre, du coup, alors on a déjà pas mal de réponses sur les questions. Juste une petite remarque, c'est vrai que ce dispositif-là, il est extrêmement gourmand en foncier, puisque finalement, on est dans une habitation familiale pour une seule famille. Et du coup, on l'a bien vu avec la première présentation, on avait d'abord les présentations plutôt compactes, l'îlot M5, et puis avec une densité beaucoup plus appuyée avec l'îlot Allard. Et du coup, c'est vrai que l'îlot Allard, c'est aussi une réponse à la non-disponibilité de foncier. Donc, en usage urbain, la question du foncier se pose quand même de façon extrêmement prégnante. Mais c'est vrai que la solution a beaucoup de problèmes, ou du moins d'ajustement au climat, passe effectivement par les solutions qui sont portées par cette vallée du Mzab. Je souhaiterais maintenant passer la parole à M. Tiber Massine, donc, puisque j'ai vu sa présentation absolument passionnante. Alors, évidemment, on va dépasser, puisqu'on est déjà pratiquement à 10 heures, et puis que j'ai promis à M. Tiber Massine entre 12 et 15 minutes. Donc, si vous voulez prendre la parole et nous présenter, super, il a déjà commencé. Donc, alors, Bonjour. Bonjour Islam, et bienvenue et bonne fête de l'Aïd à vous également. Merci beaucoup. Voilà, c'est bon, on le voit. Je mets mon chrono. C'est à vous. Donc, la recherche traite l'effet de la typologie des bâtiments résidentiels collectifs sur les conditions du confort intérieur et la consommation énergétique dans un climat très chaud et aride de l'Algérie. Il s'agit de la ville de Biskra. On a commencé par une étude typologique de parcs résidentiels collectifs. On a pu construire quelques modèles. Il s'agit d'un modèle en bande, un autre en bloc. On a une typologie avec une cour centrale. La typologie en bande est la plus présente avec un pourcentage de 64%. Ensuite, on a fait une simulation énergétique avec le logiciel Transys version 17. Ici, d'un bâtiment existant réel. Les modèles sont similaires en termes de volume chauffé, matériaux de construction, pourcentage de vitrage et axe d'implantation. Les résultats de la simulation ont démontré que les bâtiments attachés horizontalement ou bien verticalement sont les plus performants. On a pu trouver que la typologie en bande consomme moins d'énergie que les autres modèles étudiés. Cette étude vise également à examiner l'influence de la compacité de la forme, la météorité et le rapport surface-toit sur la surface mur. Donc, les objectifs de cette étude, c'est étudier les variations typologiques des habitats collectifs sur leur performance énergétique et thermique, et comprendre et évaluer l'impact de quelques paramètres tels que l'agencement des logements, la compacité de la forme, la taille du bâtiment et l'orientation du bâtiment. La méthode, on a adopté une méthode expérimentale basée sur la technique de simulation. Il s'agit d'utiliser le logiciel Transys. D'abord, on a catégorisé les cas d'études pour construire des modèles. Ensuite, on a modélisé les modèles avec le logiciel. Puis, on a évalué la performance thermique et énergétique de ces modèles. Et en dernier, c'est l'interprétation de l'ensemble des résultats et les conclusions. Pour l'étude typologique, elle s'est faite par
par rapport à deux paramètres, la forme et le type d'implantation. Les résultats qu'on a obtenus, c'est 64% des bâtiments en bande, 30% des bâtiments en aile, 27 isolés, 12 en ligne, et le reste, c'est soit en forme de C ou avec cours central. Avec cette recherche, on a pu déterminer les typologies que nous allons étudier et choisir dans la typologie référence. La typologie qu'on a choisie, c'est la typologie en bande, en vue de sa présence. Le cas dessus, donc il s'agit d'un bâtiment en bande de 4 niveaux, R+3, 16 logements, 3 pièces. La simulation uniquement pour le salon et les deux chambres. Et il s'agit de vérifier la consommation énergétique dans le salon et les deux chambres. Et la même chose pour le confort thermique. Le bâtiment et les murs des bâtiments sont en parpaing, le système constructif en poteau-poutre, les dalles sont en béton armé et des dalles pleines. La situation, c'est la ville de Biskra, environ 460 km au sud-est d'Alger. Donc voilà les modèles qu'on a pu dériver de la typologie en référence. Une typologie en plot. Si on divise le bâtiment en référence en 4 unités, on voit ici la superposition de deux unités. Là, une forme en I, une forme en L et une forme avec cour intérieur. Tous les bâtiments ont les mêmes caractéristiques, le même volume chauffé, les mêmes matériaux de construction, la même surface vitrée et la même orientation. Pour les résultats, d'abord, l'impact de la typologie sur le confort thermique. La méthode consiste à calculer le nombre d'heures lesquelles les valeurs de l'indice PMV sont entre 0,5, plus de 0,5 et moins 0,5. Donc, la zone de confort. Et le nombre d'heures lesquelles l'indice de PPD est inférieur ou égal à 10%. On voit clairement que l'immeuble en bande est les plus performants par rapport aux autres modèles qui sont un peu similaires. Pour la consommation énergétique, la même chose, les bâtiments attachés verticalement ou bien horizontalement, il s'agit de l'immeuble en bande ou bien l'immeuble en plot, sont les plus performants par rapport aux autres modèles. Pour comprendre pourquoi ces bâtiments sont les plus performants, on a essayé d'étudier quelques paramètres tels que la compacité. La compacité, c'est le rapport entre le volume chauffé et la surface des parois extérieures. Donc, si on voit le graphique à gauche, c'est le rapport PMV et compacité. On voit clairement que dans la plupart des cas, lorsque les valeurs de compacité sont élevées, le nombre d'heures de confort thermique sont diminuées. Pour la consommation énergétique annuelle, aussi, on voit clairement que la consommation diminue si le bâtiment est plus compact. Il s'agit de la différence, par exemple, de 0,25 entre le bâtiment le plus compact et le bâtiment le moins compact correspond à un intervalle de 14 180 kWh par an. Le deuxième facteur qu'on a étudié, c'est la mitoyenneté, c'est l'agencement des logements.
le calcul du nombre de faces extérieures pour chaque typologie nous a donné le nombre des murs quantiques comme bipartitifs. On voit dans ce tableau les typologies, le nombre de logements dans chaque typologie. Par exemple, si on prend l'immeuble en bande, 4 logements qui ont 2 faces exposées aux variations climatiques extérieures et 8 logements avec 3 faces et 4 logements avec 4 faces extérieures. Pour les résultats, c'est toujours les mêmes résultats. Si les logements sont mitoyens, plus les logements sont mitoyens, plus le confort est plus agréable. La consommation énergétique, c'est la même chose lorsqu'on a beaucoup de surface extérieure. La consommation va être augmentée. Le dernier facteur, c'est le facteur surface toit sur la surface mur, qui donne à peu près la hauteur du bâtiment. La méthode, c'est calculer, consiste à diviser la surface du toit sur la surface du mur extérieur. Pour le confort thermique, les bâtiments ayant un faible rapport surface toit sur surface mur sont les plus performants que ceux qui ont un grand rapport surface toit sur surface mur. Pour la consommation, la différence entre les deux typologies est égale à 600 kWh, ce qui représente un faible pourcentage de 0,7 seulement. La synthèse des résultats, on voit clairement que les deux facteurs, bien paramètres les plus importants sont la compacité et la mitoyenneté. Et aussi, on peut trouver aussi un autre paramètre, c'est la surface des murs orientés vers le sud par la surface orientée vers l'ouest. Donc, c'est un pourcentage de bénéfice de 17% presque pour la consommation et de 7% pour le confort thermique. La même chose presque pour le deuxième paramètre. Donc, à travers cette étude, nous avons pu conclure que la forme des logements collectifs a une influence considérable sur le confort thermique et consommation énergétique. La configuration en bande, qui représente 64% des modèles construits dans la région du Sud, est la plus performante, puisqu'elle est protégée des variations climatiques extérieures. Et outre la compacité, la mitoyenneté est aussi un bon facteur à retenir afin de baisser la consommation énergétique. Donc, la stratégie de passage de logement individuel au logement collectif sera bénéfique en termes d'allègement de la consommation d'énergie, puisque la plupart des bâtiments seront mitoyens et non isolés. Voilà les résultats de cette recherche. Excellent, merci. Merci beaucoup, Islam, et bravo pour la gestion du temps. Donc, alors là, c'est quand même un peu une surprise parce que moi, je m'attendais vraiment au fait que ce soit les dispositifs en cour intérieur qui soient les mieux ventilés, qui soient en termes et de consommation énergétique et de confort thermique les plus adaptés à comment dit-on, un exercice climatique compliqué, parce que celui de Blida, comme vous l'avez expliqué, en fait, c'est sec et aride. Ah, merci de laisser ce visuel, s'il vous plaît. Et donc, on se rend compte en revanche que c'est soit en plot, donc c'est un peu l'îlot Alard. Alors, sauf que dans l'îlot Alard, on l'a vu, il y a quand même des cours intérieurs. D'ailleurs,
l'îlot. Alors, c'est plutôt la dernière typologie, celle avec les cours intérieurs. Soit en bande. Alors, il y a une… Non, tu n'es pas d'accord, Charles? Non, ce sont des îlots ouverts, donc c'est assez différent. C'est pas de la cour, on est dans un système Oui, de exact. composition davantage avec des typologies en bande et des typologies en plot qui sont agencées en périphérie de l'îlot. D'accord. OK. On est sur un intermédiaire. Et alors, peut-être que la réponse consiste dans le fait que, comme vous l'avez précisé en introduction, en fait, c'est quand même du tout béton, puisqu'on a des parpaings, on a des dalles en béton, on a des piliers en béton, etc. Donc, peut-être qu'il y a cette explication-là, parce que, comme on le sait, le béton est quand même un matériau qui n'est pas forcément très, très adapté aux conditions climatiques extrêmes. Est-ce que, justement, le choix de ce matériau, et là, je reviens vraiment sur la présentation qu'ont faite à la fois nos amis d'Euroméditerranée et à la fois Madame Boily, est-ce que le choix du matériau d'origine a vraiment un impact? C'est-à-dire que, est-ce que finalement, en imaginant qu'on ait peut-être un matériau local, alors c'est un peu compliqué de construire peut-être en local dans le cadre d'une typologie en plot, mais si on avait un matériau qui était plus un matériau local, est-ce qu'on aurait les mêmes résultats, selon vous, Monsieur Tibermassine? Par rapport aux valeurs, non. Mais par rapport aux synthèses, je pense oui. Les valeurs des résultats seront différentes. D'accord. Donc, par rapport aux résultats, non, et par rapport aux valeurs, oui. OK. Oui. Donc, selon vous, on resterait vraiment sur des meilleurs résultats dans une configuration en bande ou en plot, c'est ça? Voilà, oui. OK. Bon. Est-ce que chez vous, à Euroméditerranée, ça suscite des interrogations? Bah ouais, très clairement, hein, on a un peu la même réaction que toi. Se dire que finalement la forme dense avec une emprise au sol et une ville un peu trapue correspond pas forcément. C'est vrai que ça interroge. Moi j'ai une question qui concerne l'éclairement, l'éclairage naturel des logements, parce que nous c'est très clairement une donnée d'entrée hyper importante. Alors ça a sans doute issu aussi des modes de vie un peu plus nordiques, hein, mais qu'on fait rentrer dans le modèle très fortement, et ce qui induit de fait une explosion de l'îlot de façon à avoir le maximum, et c'est un peu la démarche inverse, hein, le maximum de façades en contact avec l'extérieur, en contact avec le paysage et la lumière. Et en fait, c'est là où il y a une espèce de, je pense, de négation, enfin, de quelque chose qui n'est pas très logique. On essaie de diminuer le nombre de façades en contact, en interaction avec le climat, mais pour autant, on a quand même envie, dans notre mode de vie, de pouvoir vivre très, très bien éclairé. Voilà. Et ça, voilà, moi, je vous pose la question, est-ce que dans ces modèles-là, cette question du contact à l'extérieur, de la lumière naturelle et éventuellement de la manière de s'en protéger est prise en compte? Non. Ça, j'ai essayé de tester seulement le comportement thermique et énergétique des bâtiments. On a négligé un peu le côté confort lumineux dans cette étude. Mais je pense que oui, il y a un impact sur le confort lumineux. Parce que là finalement, les typologies que vous préconisez, elles permettent de s'ouvrir très largement. Ce ne sont pas des typologies introverties sur une cour intérieure qui elle-même est beaucoup moins ouverte. Et en vrai, ce sont de fait des typologies voilà, qui ne prennent pas du tout le modèle initial et donc qui peuvent s'ouvrir. Mais après, la manière de s'ouvrir va très certainement teinter assez fortement l'équilibre thermique du bâtiment. Je ne sais pas si je suis… Si, plus de fenêtres veut dire peut-être que ça change les résultats, c'est ça? Ou plus C'est ça, d'ouverture, du moins. voilà. Ouais. Islam? Oui, je suis d'accord avec monsieur. Alors, c'est vraiment intéressant cette réflexion, finalement. Voilà, ça soulève Oui. beaucoup de questions. Vas-y, Moya, vas-y. Ah oui, pardon. Non, je disais que ça soulevait beaucoup de questions et que, enfin voilà, non, je m'inscris dans la continuité de ce que vous disiez parce que, en fait, cette décomposition soulève aussi beaucoup de questions, justement par rapport à ces questions de compacité et c'est vrai que la question d'ouverture doit être prise en considération.
Mais on le voit bien entre le modèle introverti et le modèle extraverti, puisque Ouais. en fait, finalement, c'est ce que tu disais, c'est ce que vous disiez, Salma et Charles, en ouverture. Vous disiez, bon, bah, nous, on est vraiment en extraverti, comment on peut réintégrer finalement une partie intérieure. Enfin, toi, Mounia, tu as vraiment présenté cette possibilité justement avec les chicanes devant, et on le voit bien, les usages s'adaptent justement à ça, puisque le métier à tisser, il est en bas, en plein milieu de la chicane pour bénéficier justement d'un peu d'aération grâce au mot charabier. Et puis, Et la hop, lumière aussi. et de la lumière, exactement, et de la lumière. Et hop, en hiver, tout ça monte pour bénéficier finalement d'un soleil qui est beaucoup plus rasant. Donc, ça, enfin, je trouve qu'il y a peut-être effectivement une sorte de voie modérée ou de voie médiane entre les deux qui permettrait justement de réintégrer de l'introversion au sein des immeubles plus récents. Je ne sais pas. Ça, c'est à vous de voir. Après, il y a une autre question, c'est que Vas-y. ces modèles, ils sont faits sur les projections que nous aussi on mène sur des bâtiments autonomes passifs. Et ça va tellement à l'encontre du propos de l'interaction avec le bâtiment et de faire que l'habitant interagisse sur son logement, qui a été porté tout à l'heure. Cette question-là, que moi je trouve absolument passionnante parce que elle permet de diminuer finalement les moyens mis sur le bâtiment en nécessitant une interaction systématique de l'habitant pour adapter son cadre de vie. Est-ce qu'il y aurait une manière de faire rentrer dans ce type de modèle ce paramètre d'action humaine qui va venir faire évoluer finalement le bâtiment ou son enveloppe, par exemple, ou son usage, comme il nous a présenté tout à l'heure, en changeant de pièce la chambre et le salon en fonction des périodes de l'année? Est-ce que ça pourrait pas être un paramètre intégrable et donc qui vienne finalement transformer le bâtiment en fonction des saisons et essayer de minimiser les moyens qui sont mis pour le protéger du climat, parce que ça, de toute façon, c'est de la dépense. On va dire que tous les isolants et tout, c'est de la dépense. Est-ce qu'on ne peut pas tout simplement se dire, il y a une conception climatique des espaces, dans le sens des climatiques ou saisonniers, qui permettent très clairement de typologiser certaines parties du bâtiment, certaines surfaces, certaines enveloppes, mais aussi certains usages et qui permettraient d'être un peu plus méditerranéen, peut-être, dans la manière d'utiliser son espace de vie. Voilà. Et de construire aussi. C'est une question ouverte, je pense que c'est très compliqué. Ouais. Alors, regardons aussi la réponse, qui est une réponse d'usage de Madame Chamara, qui dit, en fait, ça dépend des personnes. Mes amis maghrébines qui habitent dans mon immeuble vivent quasiment dans le noir l'été et pas mal de personnes âgées marseillaises aussi. Ce qui est vrai. Donc, du coup, l'usage s'adapte à la réalité des faits. Sauf qu'on ne conçoit plus comme ça. Voilà. Et on ne veut plus concevoir comme ça. Et même, on met des dispositifs d'occultation qui se ferment tout seul le matin, sans qu'il n'y ait plus aucune interaction ni compréhension du bâtiment par les habitants. Exactement. Et ça, je pense que ça, les gens ne ferment plus leur volet, donc on ne les voit plus passer la tête par la fenêtre. Et donc, c'est en ça, je dis, un volet automatique qui se baisse vient faire perdre en fait une partie de la pratique méditerranéenne qu'on peut voir dans la ville, pas ancienne, parce que à Marseille, il y a la ville du 3 fenêtres 19e, 20e, elle fonctionne encore très bien. Et ça, par contre, finalement, on va dire que les normes de confort nous ont rendu peut-être un petit peu fainéants, je ne sais pas, mais en tout cas, on interagit beaucoup moins avec notre espace de vie et notre cadre climatique. Alors, tu sais, pour la ventilation, en fait, M. Benamor a une information qui est assez intéressante parce qu'il dit dans la bande de logement, il s'agit souvent de logements traversants ou doubles disposés côte à côte, donc avec une double profondeur. Donc, du coup, on retrouve cette ventilation qui est propre. Alors, l'ouverture peut-être moins, mais en tout cas, le passage de l'air, parce qu'on sait très bien, finalement, que quand on a un appartement traversant, c'est-à-dire qu'on n'a pas un mur qui clôt justement la ventilation, c'est bien plus ventilé. Alors voilà, donc on a déjà très largement dépassé notre timing. Ce que je propose, c'est que de toute façon, pas de problème pour continuer à vous mettre en relation les uns et les autres. Monsieur Thiber-Massine, merci beaucoup, c'est extrêmement instructif. Et vraiment, ce travail qui est fait par l'équipe du laboratoire
il est fondamental parce qu'en plus de ça, c'est vrai qu'on est vraiment dans la doctrine méditerranéenne. Même si les matériaux ne sont pas encore là, en tout cas, on se rend compte qu'il y a cette volonté de mieux faire, comme tu disais, Charles, de permettre aux gens justement de vivre mieux et de dépenser moins, confort thermique et confort énergétique. Alors, je ne sais pas si Julia veut nous partager juste avant de finir et de vous permettre de retourner à vos activités, parce que ouais, génial. Si tu veux prendre… Alors, je ne sais pas si ça va marcher parce que la tablette se connecte et se déconnecte. Donc là, par exemple, je ne suis pas sûre d'être connectée, mais je vais essayer de nouveau. Alors, hop. Je vais essayer. Alors, je précise que la synthèse graphique de Julia, nous vous l'enverrons à tous les orateurs, les intervenants. Et puis, je vous rappelle que sur le site du réseau des aménageurs, donc on fera une synthèse. On présentera les PowerPoint de tous les intervenants. Donc, merci à Monia et à Islam de nous l'avoir déjà transmise. Merci à Salma de nous la transmettre, plus la synthèse graphique de Julia. Bon, c'est en train de charger. Donc, je ne suis pas sûre que ça va marcher. On prend encore une minute et puis si ça ne fonctionne pas à ce moment-là, Oui. c'est pas grave, on la fera passer à nos invités. Parce qu'après, surprise. Ça sera une surprise, voilà. Mais vous les connaissez déjà, les synthèses graphiques Exactement, de Julia. exactement. Après, je peux vous la montrer comme ça, mais bon, ça ne va pas être vraiment… Non, ce n'est pas terrible. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Ça doit être une question de connexion, peut-être. C'est pas grave. Parce que là, je vois que mon alter ego dans Zoom s'est déconnecté. Donc, ouais, je ne sais pas. Je suis désolée, mais ça n'est pas en train de marcher. Bon, ce n'est pas grave. Alors, ce que je vous propose, donc, c'est que nous quittions. Comme je l'ai dit, il y aura un autre webinaire avec Euroméditerranée. La date, Julien, est-ce qu'elle est fixée ou pas? Il me semble que oui. Tu te souviens? Je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est le 1er juin, non? C'est en juin ou pas? Je ne me souviens plus. C'est en juin, ouais. Début juin. Début juin, c'est ça. Mm. Tu dis le 1er… Oui, c'est ça, il a raison, le 1er juin. Et la thématique? Et la thématique, ce sera tous sur les toits, puisque ce sera voilà, ça, c'est une notion qui est très chère à Charles, et je pense que là, je serais surpris que ce ne soit pas Charles qui prenne la parole. C'est vrai que j'aime bien. Ouais. Ouais. Merci beaucoup à tous. Encore une fois, bonne fête de l'Aïd à nos amis du Sud et du Nord. Et puis, à très, très bientôt. Donc, on reste en contact. On vous transmet et la synthèse graphique de Julia. Merci, Julia. Et la synthèse des propos qui sera réalisée par Inès essentiellement. Donc, et merci encore, Monsieur Meunier, pour votre introduction. À très, très bientôt. Merci à tous. C'était très, très instructif. Très instructif. Au revoir. Bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée.